Une centaine d'expositions depuis son ouverture en 2004. Et aujourd'hui, des rêves d'envol. Ne pas avoir du plomb dans l'aile parce qu'une maison ferme. Antoine de Galbert, bonjour. Bonjour. En ouverture du catalogue de votre collection, il y avait ces mots écrits « Il faut lentement devenir ce que tu es ». Cette phrase de Louis Jouvet. Alors, qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Écoutez, je suis un petit provincial amateur d'art qui a ouvert une galerie en 1987 parce que c'était difficile pour moi de faire autre chose. J'étais ni historien de l'art, ni écrivain, ni je ne sais quoi. Et voilà, et je me suis mis à toucher comme ça les œuvres d'art, à tenter de les comprendre. Et puis d'année en année, l'envie de faire autre chose, de monter, de venir à Paris, de monter à Paris, comme on disait en province, et puis de venir au grand jour comme ça. Et j'ai créé cette fondation, la Maison Rouge, qui a été inaugurée en 2004. Ce que vous êtes, fondamentalement, vous êtes en passe de le devenir, pour reprendre ces mots de Louis Jouvet, ou est-ce que vous avez déjà le sentiment, ou en tout cas toujours eu le sentiment d'être ce que vous êtes ? Écoutez, je crois que c'est très important. C'est intéressant que vous receviez Boris Cyrulnik. Je crois que c'est très important dans la vie de réduire l'écart le plus possible entre ce qu'on est et ce qu'on croit être. Ou ce qu'on rêve d'être. Ou ce qu'on rêve d'être. Donc voilà, c'est... Et en art, il faut être soi-même, c'est un peu ça. Moi, je parlais de l'art plutôt que de la vie, parce que ce serait un peu prétentieux de parler de moi comme ça, mais en termes d'art, il faut vraiment être ce qu'on est. C'est-à-dire oser défendre ce qu'on aime, au risque d'être mal perçu, d'être considéré comme ci ou comme ça, et de pas suivre comme ça le mouton, le troupeau de moutons qu'on perçoit souvent dans le monde culturel. On aurait tendance à dire, et beaucoup l'ont dit à votre sujet, que parmi les œuvres que vous avez présentées, celles que vous collectionnez, celles que vous chérissez, celles aussi que vous avez montrées comme commissaire d'exposition, à la Maison Rouge notamment, on y retrouve des termes, des thèmes, des questions qui vous animent, qui vous embrassent d'une certaine manière, la vie, la mort, l'absence, le deuil aussi. Ces grandes questions, est-ce que l'art peut leur apporter des réponses ? Je crois que c'est Christian Boltanski qui disait que de Rembrandt à Picasso à aujourd'hui, les artistes ont toujours traité des mêmes questions fondamentales. Alors ensuite, il y a des histoires de forme qui se modifient mais en fait, en réalité, ne pas se préoccuper de la fin ou ce serait vraiment être un animal, quoi. Enfin, je pense que la seule chose qui m'intéresse fondamentalement, c'est la trace de l'homme. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi l'art religieux, ou même l'histoire des religions, c'est qu'en fait, tout ça est là pour qu'on puisse expliquer la femme. Enfin, c'est pas très gai tout ça, ce que je vous raconte. Non, mais ça ne me dit pas si vous y avez trouvé des réponses à ces questions. Oui, et moi, je suis pas du tout dans la morbidité. C'est-à-dire, je ne collectionne aucune œuvre qui figure la mort. C'est-à-dire, et j'aime pas d'ailleurs, parce que j'aime pas les œuvres trop violentes, trop dégueulasses, quoi. Mais en réalité, toutes les œuvres que j'achète sont habitées comme ça par des grands sujets. Enfin, ça me semble d'ailleurs évident. Enfin, une œuvre d'art, c'est de la magie. C'est pas un carré, pas un rouge. C'est dégueulasse la mort, vous venez de le dire, et on n'a pas envie de la figurer ou de la regarder. Si, on réécoutera, on va rembobiner. Oui. Fils adoptif de Charles de Forêt, le frère du fondateur du groupe Carrefour. Le fils du fondateur du groupe Carrefour. Est-ce que l'art vous a permis de prendre à vous votre envol du nid familial, de là où vous êtes né, de ce cercle, de ce qui nous fait être au départ? Écoutez, j'ai pas eu besoin de quitter comme ça cette famille, parce que je suis heureux que vous parliez de Charles Desforêts, parce que c'est mon père adoptif qui est mort récemment. Ça m'émeut beaucoup et à qui je dois tout. Donc c'est un bel hommage sur une radio comme ça. Et en fait, c'était un homme qui n'était pas du tout dans le business, qui a eu la chance d'être le fils de quelqu'un, et qui était un intellectuel, qui était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et donc, j'ai pas fui du tout son monde, pas du tout. Et il m'a même donné cette passion pour le mécénat, tout simplement. Bon, vous voyez, donc c'est assez... je m'attendais pas à cette réflexion. Ce qui vous a transmis, c'est cette liberté ?
Ou les Il m'a moyens de cette transmis liberté? une très grande tolérance. D'abord, c'est quelqu'un de très tolérant, fondamentalement conservateur, passionné par le 18e, pas du tout dans l'art contemporain, mais quelqu'un de très tolérant, de très croyant, au très beau sens du terme. Et voilà, il m'a transmis aussi une certaine modestie, une grande modestie, parce qu'il était 1000 fois plus intelligent que la moyenne des gens. Donc bref, je ne l'ai pas fui, mais en revanche, je me suis blotti dans l'art contemporain parce que c'était le seul domaine où il était complètement incompétent. C'était le vôtre. Donc j'ai pu m'exprimer, sinon j'aurais été incapable de lutter contre son savoir. L'envol, cette exposition à voir jusqu'à octobre, que vous avez pensé, un désir de s'alléger ou un rêve d'enfant, l'exposition s'ouvre sur un extrait de la Dolce Vita de Fellini, Vol au-dessus de Rome. Leontì, che cos'è? Guarda, è Gesù! Ma dove va? Guarda, sta scendere! Formellement, Antoine de Galbert, c'est une exposition sans mur, sans cloison, très fluide, qui s'offre pour le regardeur comme une déambulation au tournant du XXe siècle. Artiste artisan, artiste inventeur, artiste contemplateur. Est-ce qu'il y avait une dimension onirique, résolument recherchée par vos soins? Alors, avant toute chose, peut-être signaler que cette exposition a été réalisée à quatre mains, c'est-à-dire avec trois proches, Barbara Safarova, Bruno Descharmes et Aline Vidal. Bon, rendre à César quand même, parce que c'est un travail vraiment commun. C'est un travail qui a été très ludique, qui remonte à 3 ans, je crois, les premières réunions, les déjeuners, c'est une bande d'amis, quoi, en fait. Et cette exposition, évidemment, ne tient absolument pas compte de l'aviation, c'est-à-dire que c'est pas avant ou après l'aviation, c'est en dehors, donc c'est uniquement une exposition sur le rêve de voler. Alors on peut en tirer toutes les métaphores qu'on veut, mais c'est plutôt poétique. Alors ça regroupe à la fois des artistes qui sont conscients, qu'ils ne voleront jamais, donc plutôt intellectuels, etc., et qui traitent du sujet, ou alors des artistes plutôt du monde de l'art brut, c'est-à-dire qui sont absolument sûrs que les engins qu'ils construisent vont voler, ou qui sont sûrs d'avoir été enlevés par les ovnis et qu'ils racontent comme ça pendant des mois et des mois. Donc ça mêle deux grands mondes. On peut dire le monde de la conscience et de l'inconscience, si on veut, ou de la culture et de la virginité culturelle. Et finalement, ça marche très 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 bien. Et on passe d'une œuvre à l'autre, comme ça, finalement, sans se soucier réellement de l'origine de ces œuvres. Que vous brassez de toute façon, c'est ça qui est aussi intéressant. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas un art rouge ou noir, ou brut ou contemporain, il y a qu'un art. Il y a l'art, tout simplement. Des mots-clés que l'on retrouve tout de même dans le catalogue et qui servent de petits fils conducteurs à travers ce que vous avez conçu tous ensemble. Utopie, ascension, machine, esprit, chimère, extase, danse, exploit, science-fiction, ovni, ça vole, tiens. Topographie, accident, élévation, animisme, on y retrouve des thèmes qui sont aussi importants dans le parcours et dans l'histoire de l'art. Quelles sont vos chimères à vous? On pense à cette installation des Kabakov avec des ailes qui nous donnent là encore envie de voler. C'est-à-dire que c'est pas simplement une histoire de mécanique, mais aussi d'imaginaire que l'on peut projeter à travers cette question de l'envol. Mais là, vous prenez un exemple intéressant. Les Kabakov étaient en Union soviétique, et donc cette petite chambre qui est reconstituée, qui est typique de leur création, avec simplement des ailes posées sur la chaise, figure simplement l'envie de fuir, quoi, l'envie et le drame d'une certaine dissidence. Enfin, c'est toute l'histoire qu'on a connue avant 89. Donc la danse, c'est aussi une forme en fait, ce qu'il faut d'élévation. dire, c'est qu'en fait, on a travaillé comme ça en essayant de classer toutes nos trouvailles, parce qu'il s'agit de trouvailles, parfois sur Internet, parfois un copain qui nous envoie une photo. Il n'y a pas que des œuvres comme ça qui étaient écrites, préécrites pour l'expo. Et donc, dans le catalogue, on retrace les différents chapitres, mais dans la scénographie, on les oublie un petit peu. Alors, même si on retrouve
une zone de l'exposition qui est très de Nijinsky, ou d'ailleurs il y a un tout petit plat de Rodin qui est merveilleux. Mais on a essayé d'éviter pour cette dernière expo de faire une expo trop pédagogique, trop structurée, avec des textes partout. Il y en a un peu marre, on a envie de s'amuser, on a envie de regarder, alors rien n'empêche ensuite d'aller dans le détail, d'acheter le catalogue. Mais oui, je crois que c'était un besoin vraiment tout simplement de s'envoler et de s'alléger un petit peu et de rire, parce qu'en fait c'est une exposition qui est plutôt drôle, c'est pas du tout une exposition grave. De ressentir plutôt que de comprendre ou d'analyser. Vous parlez de trouvailles, vous avez une fois encore chiné. Oui, c'est vraiment ça, c'est tout à fait ça. On s'est tous mis sur Internet, on a cherché, alors on a trouvé ce film extraordinaire de ce monsieur au début du siècle qui saute de la tour Eiffel, qui s'écrase en bas. C'est assez dramatique. Et ce film a été revisité par une artiste qui s'appelle Agnès Geoffrey, qui en a fait un diaporama. Donc c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 accidents qui se terminent mal, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'humour. Il y a aussi cet accident de sorcière de Pierre Joseph, une sorcière qui s'écrase avec son balai contre un mur. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite fête, je trouve, moi, cette exposition. Elle est très bien scénographiée. Est-ce que vous savez toujours, vous, Antoine de Guelbert, où vous allez, ou est-ce que parfois, comme ce funambule qu'on retrouve aussi dans l'exposition, il vous arrive d'avancer à tâtons, en équilibre, sans trop savoir où tout cela vous mènera? C'est une question très complexe, je crois qu'il touche tout le monde. Je crois qu'on sait où on ne va pas, en tout cas. Ça, c'est certain, et plus l'âge passe, plus on sait les réunions qu'il faut éviter, les gens qu'on n'a pas envie de voir, les œuvres qu'on n'aime pas, etc. Voilà. Mais après, si on ne garde pas une zone d'inconnu, et c'est pour ça, d'ailleurs, pour revenir à cette Maison Rouge, que je suis assez, je peux pas dire que je sois heureux d'arrêter, mais que je suis quand même assez excité c'est un peu qu'il y ait une part d'inconnu. Vous voyez, l'inconnu, c'est comment dire, c'est la vie, quoi. L'avenir, c'est la vie. Et vous vous sentez allégé d'une certaine manière? Oui, même si c'est un peu triste et que voilà, mais oui, tout à fait. C'était le nom de l'exposition inaugurale en 2004, L'intime, le collectionneur derrière la porte. Est-ce que vous êtes, vous, un collectionneur compulsif à la manière d'Yvon Lambert? Je vous propose de l'écouter. Tout de suite, j'ai eu envie de posséder la possession, c'est-à-dire cette maladie de la collectionnite aiguë. C'est-à-dire que caché, oui aussi, parce que c'est une relation qui s'établit avec une œuvre d'art, quelquefois, souvent avec la complicité de l'artiste. Et ce côté donc secret, c'est-à-dire, voilà, c'est à moi, même si je ne le vois pas parce qu'il est trop grand, que c'est une installation, je sais qu'il est à moi, je sais qu'il est là et qu'il m'appartient. Il y a un goût de la possession, presque de la jalousie, qui fait que cette œuvre est mienne. Alors, collectionneur compulsif, possessif, jaloux, nous dit Yvon Lambert. Votre collection à vous, est-ce que vous la conservez près de vous? Est-ce que vous la visitez régulièrement? Quelle place, quel rôle vous accordez à toutes ces œuvres dans votre vie? J'aime bien Yvon Lambert, c'était amusant que vous parliez de lui. Il faut comprendre qu'une collection, quand elle dépasse un certain nombre de pièces, on ne peut plus vivre avec elle. Et puis par ailleurs, les formes de l'art contemporain font qu'elles sont plus domesticables, à moins d'habiter dans des immeubles entiers, dans des lofts immenses. Donc beaucoup d'œuvres sont en caisse. Je crois qu'il y a dans la possession... On peut plus vivre avec elle, pardon, parce qu'on ne peut plus la stocker, ou parce qu'elle devient aussi envahissante et étouffante d'une certaine manière? Non, c'est pas qu'elle soit étouffante, mais on peut pas vivre physiquement avec toutes ces œuvres. Et comment... Donc vous en faites quoi? Eh ben, elles sont dans des caisses, mais il faut comprendre que la possession est très virtuelle. Elle est très... vous possédez des œuvres, vous n'avez pas besoin de les voir tous les jours. C'est ce que pense le commun des mortels, mais je crois que quand on commence à collectionner, on comprend qu'on sait quelle œuvre précisément on a, qu'on a acheté il y a 25 ans. Et d'ailleurs, il m'arrive, la presse en a parlé, d'ailleurs, j'ai fait don récemment au Musée des Confluences de ma collection de coiffes, parce que je collectionne les chapeaux du monde entier. Et je viens de faire un don de 530 coiffes, donc ils m'ont quitté. Mais en fait, figurez-vous que j'en suis assez heureux. Je sais que les gens vont s'en occuper très bien, et je pense que ces coiffes, elles sont toujours à moi, quoi qu'il arrive. Vous voyez, donc en fait, on n'est pas dans la possession. Ce dont parle Yvon, je pense que c'est une possession aussi de ce genre-là.
Lui, il a l'air de dire que ça le rassure, parce que il y a un petit côté hamster dans la collection, mais voilà, donc tout ça est... Mais vous avez écrit c'est ce qu'on ne peut acquérir qui nous maintient collectionneurs. Oui. Ça, c'est ce que vous disiez en 2014 dans la présentation de l'expo Le Mur. Oui, c'est Il y a tout à quand même fait quelque chose d'un peu vain, du coup, dans cette démarche. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et par exemple, ma collection de coiffes ethnographiques, qui est quand même assez important, puisqu'elle est assez importante, je me suis presque arrêté du jour où je savais que je pourrais pas avoir des objets trop chers ou trop rares. Vous voyez, il y a un moment où... C'est comme pour tout, il y a un moment où on peut plus faire mieux. Il faut comprendre ses limites. Et il faut faire autre chose. Hum. Donc maintenant, j'achète des crucifix. Très bien, vous avez entamé une collection de crucifix. J'adore, ouais. Pourquoi ça vous vient d'où? D'abord parce que c'est la plus belle représentation du monde. Il n'y a pas plus beau que l'histoire de Christ. C'est la plus belle bande dessinée qui puisse exister. Et les plus grands artistes du monde s'en sont emparés. Et alors j'essaye de trouver des croix ou des crucifix réalisés par des artistes contemporains. Et donc j'oriente un petit peu la collection. Vous avez exposé la scène sud-africaine 5 ans avant la Fondation Vuitton, la collection d'art brut de Bruno de Charme 4 ans avant le Lame de Villeneuve d'Ascq, où des artistes comme Céleste Boursier, Mougenot confirmaient depuis largement l'art ça va, ça vient, dit Jacques Toubon. Si c'est pas la notoriété d'un artiste ou sa cote sur le marché de l'art qui vous guide, quelle temporalité préside à vos choix? C'est extrêmement simple, je fais ce que j'aime, quoi. Ça paraît être idiot de dire ça, mais j'ai toujours fait ce que j'aimais. Alors parfois on se trompe, et encore que se tromper, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, je parle souvent du bon et du mauvais goût. C'est-à-dire que peut-être que quand on gère un lieu, ou quand on collectionne, ou quand on écrit, il faut avoir un peu mauvais goût. C'est-à-dire que je dis ça dans le sens que les autres ne comprennent pas encore peut-être votre goût. Et ça me fait rire aussi parce que il y a aussi bien entendu des gens qui ont mauvais goût définitivement. Donc c'est pas parce qu'on a mauvais goût qu'on est un génie, mais il faut un petit zeste d'incompréhension et peut-être de vision, même si le mot est un peu prétentieux, mais il faut un petit geste de personnalité, il faut une petite fêlure pour devenir quelqu'un. Quel que soit le monde culturel dans lequel on vit. Mais il y a quand même une satisfaction quand votre mauvais goût d'alors devient le bon goût d'aujourd'hui. Oui, puis vous savez, 20 ans après, ça sera à nouveau l'inverse. Je pense qu'il faut faire confiance au temps et surtout ne pas écouter les gens, quoi. Ne rien écouter. Mais on n'est rien du tout, je le répète sans cesse, et c'est le temps qui fait les œuvres d'art comme le pinard, quoi. C'est exactement pareil. Il y a des artistes que vous avez toujours trouvé de mauvais goût et que vous trouvez encore de mauvais goût. Beaucoup. Alors ça, j'ose pas dire les noms parce que il y en a même que je connais très bien. Mais oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Et quand c'est pas de mauvais goût, c'est aussi de l'ennui, où ce sont des toutous, ce sont des académismes qui suivent l'histoire de l'art, des postes du Champien. Il y a beaucoup d'artistes, quand vous les rencontrez, que vous voyez ce qu'ils font, vous savez d'entrée que de toute façon, ils n'ont pas d'avenir. Mais ça, c'est terrible. Et en fait, est-ce que c'est important? Ce qui compte finalement, c'est qu'un artiste fasse de sa vie, vous voyez, réalise son rêve d'être artiste. Beaucoup d'artistes se soucient pas réellement de savoir si leur œuvre sera reconnue un jour. Donc, il y a plusieurs questions en une. Mais quand vous faites partie, par exemple, des signataires d'une tribune dans l'IB contre ce bouquet de tulipes de Jeff Koons, alors là, exposé devant le MAM, d'une star, c'est une affaire de mauvais goût ou ça n'a rien à voir? Quand il s'agit d'une star comme Koons, ça me gêne pas de dire que j'aime pas. D'ailleurs, ça n'engage à rien. Peut-être que je me trompe aussi. Mais ce que je trouvais déplorable, c'était cette œuvre totalement idiote, qui avait aucune relation avec le soi-disant hommage aux victimes, sur un emplacement où on devrait accueillir un Louis Bourgeois ou un Calder ou un grand artiste français. Imaginez que Xavier Veillant mette une œuvre sur le parvis du MoMA. Donc c'était autant pour moi l'emplacement que l'artiste, dont je n'aime pas l'œuvre, mais une fois encore, sans être sûr de moi, c'est ma liberté de trouver que cette œuvre est totalement kitsch et plus tout ce que ça remue en termes de finances et de spéculation et d'affairisme. Je trouve ça absolument lamentable. D'ailleurs, c'était pas une commande publique et finalement, la ministre de la Culture a décidé qu'elle serait ailleurs. Ça prouve bien que cette pétition n'était pas si sotte. Le collectionneur, mécène et fondateur de la Maison Rouge, Antoine de Galbert, est notre invité.